Merci de m'accueillir, merci au ministre, merci à l'ambassadeur, merci aux représentants du président de la République d'être là aussi, merci à Madame Marty d'avoir organisé cette réunion. Je suis très très heureux d'être là, vous parler de cette maladie. Mais pour commencer, j'aimerais poser une question, et ça rejoint une discussion que je viens d'avoir avec l'ambassadeur. J'aimerais vous poser la question suivante. Qui ne s'est jamais plaint de sa mémoire? Que ceux qui ne se sont jamais plaints de leur mémoire lèvent le doigt. Personne ne lève le doigt. Personne ne lève le doigt, c'est intéressant parce que ça veut donc dire que si personne ne lève le doigt, ça veut dire que c'est la majorité. Et la majorité, ça définit la normalité. Donc on peut dire qu'il est normal de se plaindre de sa mémoire. Et ne pas se plaindre de sa mémoire serait anormal. Et c'est toute la difficulté, si vous voulez, c'est que nous sommes tous conscients que la plainte de mémoire est un phénomène banal, je viens de dire naturel, normal, et pourtant nous sommes inquiets. Et s'il y a un certain nombre d'entre vous sont là, c'est parce qu'ils sont inquiets et ils voudraient être bien rassurés qu'il est normal de se plaindre de sa mémoire. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. C'est cette difficulté qu'il y a, si vous voulez, entre cette plainte de mémoire et la réalité d'une maladie qui s'appelle la maladie d'Alzheimer. Vous allez voir que ce n'est pas simple. Et je voudrais vous l'illustrer à partir de cette observation. Si vous voulez bien envoyer la première diapositive. Merci. Voilà. L'histoire d'une patiente que j'ai vue en consultation il y a maintenant un certain nombre d'années. Et j'ai reproduit, si je peux avoir un micro-baladeur, ça serait presque plus agréable pour moi. J'ai reproduit verbatim exactement ce qu'elle m'avait dit, ce qu'elle avait écrit sur un papier. Je ne sais plus compter mentalement. J'oublie ce que je viens de faire. Je rentre souvent dans une pièce sans savoir ce que je viens y chercher. Je donne rendez-vous à ma fille. Je lui dis j'arrive. Je n'y vais pas. Lorsqu'elle me rappelle, j'avais totalement oublié le rendez-vous et sa raison. Je ne reconnais plus un document que j'ai rédigé. Je ne me souviens plus de ce que j'ai fait la veille. Je ne sais plus si j'ai répondu à un courrier. Au cours d'un trajet proche du domicile, j'oublie où je vais. Je fais parfois des fautes d'orthographe aberrantes. Quand vous entendez ça, vous vous dites, cette dame, elle, là, pour le coup, merci bien, on est probablement certain qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Eh bien, le paradoxe, et c'est ce qui m'avait intéressé, c'est que cette femme avait des performances absolument normales dans les tests de mémoire, dans son bilan de mémoire était absolument normal. Donc, vous voyez, on est là devant un problème qui est complexe, qui est de faire la part des choses entre cette plainte et la réalité. Et vous avez ici, vous voyez, à partir de ce travail, à partir de cette observation, j'avais fait faire un travail où on demandait aux gens d'auto-évaluer leur mémoire. Bon, on a pris un score qui je n'entre pas dans les détails. Mais simplement, ce qui est important, vous voyez, c'est de voir les chiffres de plainte. Et vous voyez, plus c'est haut, plus c'est important. Alors, il y a deux lignes, et je vais vous demander on va se fixer d'abord sur la ligne du haut, la ligne marron. C'est une ligne qui est représentée par le score de plainte de sujets qui ont une dépression. Ils ont une dépression, mais ils ont des performances cognitives normales, puisqu'ils ont un score dans une petite épreuve qu'on appelle le MMS. Le MMS, il y a des médecins dans la salle, ils savent ce que c'est. Le MMS, c'est un peu ce qu'on appelle, si vous voulez, le thermomètre de la mémoire et de la cognition. Nous avons tous ici probablement entre 29 et 30 de MMS, c'est coté sur 30. Et d'ailleurs, ces patients qui ont une dépression avaient un score de 29 en moyenne. Vous voyez, ils étaient parfaitement normaux. Et vous voyez qu'ils avaient une plainte très élevée, puisque ça allait même jusqu'à 160, vous voyez, très très haut. Bon. Et puis vous avez une ligne au-dessous, elle est intéressante, elle est plate. C'est les lignes de patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Vous voyez, ils avaient la maladie d'Alzheimer, et d'ailleurs, leur score au MMS est bas. Ils sont à 20 sur 30 en moyenne, donc ils avaient déjà, vous voyez, une forme un peu avancée dans la maladie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'ils n'ont pas de plainte. Donc les patients qui ont une maladie d'Alzheimer ne se plaignent pas, généralement. Et ce qui m'avait fait dire à l'époque, cette fameuse phrase, c'est que plus on se plaint de sa mémoire, moins on a de risques d'avoir une maladie d'Alzheimer. Et quand je dis ça, généralement, je sens une petite détente dans la salle.
Mais, voilà. Donc un des premiers travaux que nous avons eu à faire, c'était de différencier troubles de l'attention et troubles de la mémoire. Car, et vous allez comprendre, ce dont vous vous plaignez, puisque nous nous plaignons tous de notre mémoire, ce n'est pas de notre mémoire dont on se plaint. On se plaint de notre attention, notre capacité à fixer l'information. Et vous avez ici, sur cette diapositive que je vais vous montrer, les 3 étapes qui sont nécessaires pour, lorsqu'on vous présente une information, vous soyez capable de la restituer. Il faut d'abord que vous la saisissiez. Il faut l'enregistrer. Et l'enregistrement est une étape fondamentale. C'est le système perceptif, visuel, auditif. On reçoit l'information, il faut être bien concentré sur l'information qu'on reçoit. Si pour une raison ou pour une autre, parce qu'on est déprimé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on écrit quelque chose sur une feuille, comme monsieur l'ambassadeur maintenant, parce qu'on dort mal, parce qu'on trouve du sommeil, parce qu'on a, par exemple, on prend certains médicaments qui peuvent interagir avec les capacités attentionnelles, on ne va pas bien fixer l'information. Donc ce que l'on va envoyer dans la banque, c'est-à-dire dans le cerveau, ici, ne sera pas de très bonne qualité. Voyez. Donc, première étape, qualité de la saisie de l'information, qui dépend qui peut être perturbée par la fatigue, la dépression, le vieillissement, etc. Donc ça, cette étape est fondamentale. Et c'est cette étape qui est fragile chez nous. Et puis cette information, une fois qu'elle est saisie, elle est envoyée comme un ballon de rugby vers l'hippocampe, cette petite boule-là que j'ai représentée, qui est, si vous voulez, la porte qui ouvre le cerveau. D'accord ? Et quand vous avez une maladie de l'hippocampe, l'information, même si elle a bien été saisie, ne va pas être stockée dans le cerveau. Ça, c'est la maladie d'Alzheimer. Ce sont des gens qui perçoivent, mais ils ne gardent pas l'information. L'information est perdue. Et puis, troisième étape, c'est la récupération, la restitution. Donc, l'information a été perçue, elle est dans le cerveau, il faut aller la récupérer. Il faut activer des stratégies de récupération, et ça dépend d'une partie du cerveau qui s'appelle le lobe frontal et qui est également sensible à la fatigue, à la dépression et surtout au vieillissement. C'est ce qu'on appelle le syndrome du bout de la langue. Je sais, vous allez voir, ça va me revenir, c'est toujours comme ça, vous me posez la question, et puis voilà, c'est en sortant de votre cabinet que ça va me revenir, parce qu'il faut activer les stratégies de récupération. Donc vous voyez, il y a 3 étapes différentes, et pour schématiser, on peut dire, voilà, ça c'est la dépression, ça c'est l'Alzheimer, et ça, c'est le vieillissement. Et donc, le métier que nous avons, les médecins qui sont dans la salle, c'est de faire la part des choses. Et on a mis au point des tests qui nous permettent de faire la part des choses. Et c'est comme ça qu'on a montré que la plainte de mémoire, celle que vous avez, elle est banale. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas attention aux choses sans importance. L'emplacement, la sonnerie sonne dans mon appartement. Je pose les lunettes quelque part, parce que mon attention est occupée par... Qu'est-ce qui peut sonner à cette heure-là ? Je reviens, je ne sais bien sûr pas où j'ai mis mes lunettes. Je n'ai pas fait attention à l'emplacement de mes lunettes. Donc on ne fait pas attention aux choses banales. L'emplacement du journal, l'emplacement des clés, l'emplacement des lunettes. Toutes ces choses dont on a besoin tout le temps. Et c'est pour ça qu'en permanence, on a l'impression qu'on a des troubles de mémoire. Non, on ne fait pas attention aux choses banales. En revanche, vous vous rappellerez de l'anniversaire de votre fille qui a eu lieu 3 jours avant, une fête familiale qui était très sympathique, tout le monde était là, on a chanté, on a montré des photos, etc. Ça, vous vous en rappellerez parce que ça compte et ça, c'est important. Alors qu'un patient qui a une maladie d'Alzheimer, lui, comme il a un trouble du stockage, l'information n'est pas rentrée dans le cerveau, lui ne se rappellera pas des choses. Donc, les choses sans importance, les choses banales, ne nous en préoccupons pas, mais si on oublie une chose qui a un poids, qui a une vraie signification pour nous-mêmes, là, évidemment, c'est plus préoccupant. Donc, effectivement, on a parlé de ce livre que j'ai publié il y a 2-3 ans, La maladie du siècle. Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle. Pourquoi ? Et là, on tourne la page. Là, on est maintenant dans la maladie d'Alzheimer et je vais vous parler de cette maladie. La maladie du siècle, pourquoi ? Eh bien, parce que finalement, elle est la conséquence de l'allongement de la vie. Tout le monde me dit, mais pourquoi elle est plus fréquente que maintenant ? Tout simplement parce que nous vivons plus longtemps. L'allongement de la vie, c'est une conquête, c'est une chance pour nous tous. C'est aussi
un défi pour nos sociétés, mais c'est une chance, il faut en être heureux de cet allongement de la vie. C'est une victoire de nos sociétés occidentales. On vit plus longtemps, c'est très bien, mais nous allons tous vers l'âge où cette maladie est naturellement fréquente. Qu'on y songe. Il y a 2 siècles, l'espérance de vie était de 40 ans en moyenne, à cause des guerres, à cause des infections, à cause à cause du fait qu'il n'y avait pas justement tout le développement de la médecine, les gens mouraient jeunes. Aujourd'hui, l'espérance de vie est en moyenne de 80 à 85 ans. Et là, il faut remercier la surveillance de la pression artérielle, la ceinture de sécurité, le fait qu'on est dans des pays qui sont relativement peu en guerre en ce moment, etc. etc. Donc il y a tout un certain nombre de facteurs qui font qu'on vit beaucoup plus longtemps. Très bien. Je le disais tout à l'heure, une petite fille qui naît aujourd'hui, si vous avez une petite fille qui naît aujourd'hui, son espérance de vie sera de 90 ans. 90 ans, 4 chances sur 10 d'avoir la maladie d'Alzheimer. Donc c'est la réalité. C'est une maladie, alors qui était au départ, on va en parler, qui était au départ rare, puisque Alzheimer, je vous montrerai juste après, l'a décrite chez une femme qui avait 52 ans quand elle est venue dans son service. Et on a longtemps, et les médecins qui sont dans la salle le savent, on a longtemps dit que c'était une démence pré-sénile, c'est-à-dire que c'était une maladie que l'on évoquait chez des gens qui avaient moins de 65 ans. Et on en voit, nous les neurologues, on voit malheureusement cette maladie chez des gens relativement jeunes. C'est une maladie rare en réalité. Et puis en 1976, il y a un médecin américain qui a dit « mais cette maladie rare, c'est la même que celle que l'on voit chez des gens âgés, ce qu'on appelait la démence sénile, le gâtisme. » Bon. Et effectivement, c'est la même maladie dans la mesure où c'est les mêmes symptômes, c'est les mêmes lésions qu'il y a dans le cerveau, c'est les mêmes anomalies biochimiques que l'on observe, sauf qu'elles débutent beaucoup plus tard. Et il a dit, eh bien, puisque c'est la même maladie, englobons sous le terme de maladie d'Alzheimer la démence sénile. C'est pour ça que, d'un seul coup, on a fait une maladie rare, quasiment exceptionnelle, une maladie qui touchait les moins de 60 ans, une maladie extrêmement fréquente, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout le monde me pose souvent la question, et vous vous posez la question, mais est-ce que c'est la même chose ? Ma grand-mère perdait un peu la tête à la fin de sa vie, on parlait de gâtisme. Ben oui, c'était la maladie d'Alzheimer, et maintenant on l'englobe dans cette maladie d'Alzheimer qui avait été décrite initialement pour une personne jeune. Donc, à partir de ce moment-là, on en fait une maladie qui est fréquente, dont la fréquence augmente de façon exponentielle avec l'âge. On considère qu'il y a probablement 1,3 million de patients touchés en France, peut-être un peu moins, on ne le sait pas, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Et c'est devenu un problème majeur de santé publique ces 20 dernières années, en raison du vieillissement de la population générale dans les pays développés. Et vous allez être, vous aussi, confrontés à ce problème. Et vous allez voir que c'est un phénomène mondial. Je vais le montrer sur cette diapositive, où vous avez représenté en marron, vous voyez, les pays dont le pourcentage de la population âgée de plus de 60 ans est supérieur à 20%. Donc, quand c'est marron, plus de 20% des gens ont des sujets ont plus de 60 ans. Et vous voyez, c'est l'Amérique, l'Europe, l'Australie et le Japon. Ça, c'était en 2012. Voyons ce qui se passera en 2050. Vous voyez, c'est l'ensemble des pays du monde. Cette fois-ci, c'est même pas âgé de plus de 20, c'est pas plus de 20%, c'est 30%. 30% de ces pays verront leur population âgée de plus de 60 ans. C'est l'Amérique, la Russie, la Chine, vous voyez, tous les pays du monde, à l'exception notable de l'Afrique et de l'Inde, qui sont des pays encore assez jeunes dans leur population. Alors maintenant, parlons de la maladie d'Alzheimer elle-même. La maladie d'Alzheimer, comme je vous l'ai dit, c'est la rencontre entre un homme et une femme
Alois Alzheimer et cette patiente Auguste D. Vous avez là, c'est assez émouvant. La photo a été prise par Alzheimer, elle a 52 ans. Et là, vous avez la première observation lorsqu'elle rentre dans son service en 1901. Et puis, en 1906, il la suit pendant 5 ans, la patiente décède, et à ce moment-là, il établit une relation, et c'est très important ce qui s'est passé, entre une présentation clinique, des symptômes cliniques, et ce qu'il observe dans le cerveau de cette patiente. Donc, ce qu'il observe sur le plan clinique, c'est des troubles on appelle ça des troubles cognitifs, mémoire, troubles cognitifs, troubles du langage, compréhension, etc. Deuxièmement, troubles du comportement. Troisièmement, troubles psychiatriques, agitation, agressivité, paranoïa, hallucination. Et l'ensemble de ces symptômes, il dit, c'est en rapport avec ces 2 lésions, c'est les seuls termes médicaux que j'emploierai, lésions amyloïdes, c'est-à-dire des dépôts d'une substance amyloïde dans le cerveau, et modification des neurones, comme vous voyez ici. Voilà, on le voit ici, c'est un neurone qui a une lésion tau, c'est-à-dire une dégénérescence neurofibrillaire. Bon, et ce qui est important, c'est que pour lui, la définition est clinico-pathologique. C'est un syndrome clinique associé à des anomalies histologiques dans le cerveau. Pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que historiquement, cette observation a, au-delà du fait qu'il décrit une nouvelle maladie, elle a un intérêt très intéressant, c'est que très important, c'est que c'est la première fois qu'on va rattacher des désordres mentaux, des troubles de l'esprit, si vous voulez, au cerveau et au cortex cérébral. Jusque-là, si vous voulez, il y avait un mystère concernant les mécanismes des hallucinations, etc. Et là, avec cette description, on va rattacher, vous voyez, à une désorganisation mentale, à des lésions dans le cortex cérébral. Donc, initialement, vous voyez, définition anatomo-clinique, et vous allez, clinico-pathologique, des lésions, et vous allez comprendre que pendant un siècle, on va être très gêné pour faire le diagnostic parce qu'on ne peut pas accéder au cerveau. Donc on ne voit que des symptômes. Et on n'avait pas la preuve de ces lésions. Si bien qu'on va parler de la maladie d'Alzheimer de façon très approximative, et on dira d'ailleurs, c'est le concept de maladie d'Alzheimer probable. Alors, pour ne pas faire d'erreur, on va dire que c'est dans les formes un peu avancées qu'on va s'engager dans un diagnostic, et on va attendre que les gens atteignent le stade de démence. Et en médecine, la démence, ça a une signification très précise. Ce n'est pas les gens qui sont fous, ce n'est pas les gens qui perdent la tête, c'est les gens qui ne sont plus autonomes. Et dément, pour un médecin, et dément une personne qui est dépendante, qui a besoin d'être aidée dans toutes les activités de la vie quotidienne. Par exemple, les transports, par exemple le téléphone, par exemple la prise des médicaments. Quelqu'un qui ne peut plus prendre ses médicaments, ça détermine pour nous le seuil de démence. Donc la maladie d'Alzheimer, le diagnostic, comme on n'avait pas les lésions, eh bien on faisait le diagnostic sur la présence d'un syndrome démentiel. Et puis en faveur de la maladie d'Alzheimer, eh bien, il fallait que tout soit normal. C'était un diagnostic d'élimination. L'examen neurologique est normal, le bilan neuropsychologique, c'est les tests montrent des anomalies, bien sûr. Le bilan biologique est normal, c'est pas une inflammation, c'est pas une infection, c'est pas une tumeur, c'est pas voilà. Et la neuroimagerie, l'IRM, montre pas d'anomalie particulière. Donc c'était un diagnostic d'élimination. On faisait le diagnostic de syndrome démentiel, et par élimination, on disait c'est une démence de type Alzheimer. C'est une démence de type Alzheimer. Alors, ça, c'était jusqu'il y a une vingtaine d'années. Et depuis 20 ans, il y a eu des progrès considérables. Et vous allez voir comment le profil de cette maladie a totalement changé. Totalement changé. Alors, je vais aller assez vite parce que le temps passe. Oui. D'abord, l'histoire naturelle des lésions est maintenant connue. Alors, je vous le dis rapidement. Ça commence au niveau de l'hippocampe. Tiens, ça vous dit quelque chose, on a parlé de l'hippocampe. C'est ce qui ouvre l'autoroute des souvenirs. Donc, maladie de l'hippocampe pendant un certain temps. Puis, après de nombreuses années, on a montré, grâce à des examens neuropathologiques, que les lésions diffusent en avant vers les régions frontales pour après
intéresser l'ensemble du cerveau. Donc, pendant longtemps, la maladie reste au niveau de l'hippocampe. Donc, ça veut dire que pendant longtemps, cette maladie va se résumer à un syndrome amnésique. La maladie d'Alzheimer est donc une démence amnésique progressive avec un syndrome amnésique qui est inaugural, lié à l'atteinte des formations hippocampiques, et c'est ce que j'ai appelé, moi, la phase prodromale. Donc, dans les années 2005-2007, j'ai dit, mais attendez, on ne va pas attendre que les gens atteignent le seuil de démence pour faire le diagnostic d'une maladie qui est déjà là. Donc, travaillons sur cette phase prodromale pour repérer les gens avant qu'ils atteignent le seuil de démence. Et puis, secondairement, vous allez avoir la diffusion des lésions à l'ensemble du cerveau avec l'apparition d'autres troubles, le jugement, le langage, les gestes, etc., comportements, caractères, troubles psychiatriques, qui vont peu à peu retentir sur l'autonomie du patient pour déterminer la démence. Et donc, c'est la phase démentielle. Ça, c'est la première contribution importante, c'est de dire, finalement, c'est un profil qui est relativement homogène et ça commence par des troubles de mémoire. Deuxièmement, depuis 2005, on peut visualiser les lésions dans le cerveau des patients. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, le drame, c'est qu'on ne pouvait plus, on peut pas couper le cerveau des gens pour savoir s'ils ont la maladie ou pas. Mais maintenant, si, puisqu'on a seulement la possibilité de visualiser les lésions grâce notamment au PET scan. C'est-à-dire qu'on injecte une substance qui vient se fixer spécifiquement sur les lésions de la maladie. D'accord ? Et vous allez comprendre, c'est très facile. Vous avez la grille de lecture ici. La grille de lecture, quand c'est bleu, c'est froid. Quand c'est bleu, il n'y a pas de lésion. Quand c'est rouge, c'est chaud, c'est-à-dire qu'il y a des lésions. Et là, vous avez un cerveau d'un sujet contrôle. Vous voyez, c'est bleu. Vous voyez le cortex cérébral, tout est autour, là. Eh bien, c'est bleu, il n'y a pas de lésion. Et là, vous voyez un patient atteint de Alzheimer disease, AD, maladie d'Alzheimer, vous voyez qu'il a des lésions partout, et notamment dans les régions antérieures, dans les régions frontales. Donc, ce soir, je ne sais pas si on peut le faire, mais on peut aller à Toulouse, vous venez avec moi à Paris si vous voulez, et on se fait l'examen, et on saura si on n'a pas les lésions de la maladie d'Alzheimer. On peut le faire, maintenant ça y est, on le fait très facilement avec cet examen. Alors, c'est compliqué de le faire avec cet examen parce qu'on le fait pour la recherche, mais on nous a interdit de le faire pour la clinique. C'est pour ça que finalement, on fait simplement une ponction lombaire, car dans le liquide céphalorachidien, on a les lésions de la maladie d'Alzheimer. C'est que maintenant, et c'est pour ça que vous en avez peut-être entendu parler, on fait très facilement, c'est un geste très simple, ponction lombaire, et on a exactement ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on a, avec le liquide céphalorachidien, la présence des lésions amyloïdes et la présence des lésions tau simplement par cet examen. Et sachez que bientôt dans le sang, car on travaille dessus, on va avoir maintenant la possibilité probablement de faire ces dosages dans le sang grâce à des examens de très haute technologie qui permettent, qui ont une sensibilité incroyable pour des concentrations extrêmement faibles. Donc on travaille dessus, on a déjà, par exemple, la phospho-tau, c'est-à-dire la protéine tau dans le sang, qui est corrélée à la concentration dans le liquide céphalorachidien, qui est corrélée à la présence des lésions tau dans le cerveau. Donc, je vois venir ce moment où nous pourrons confirmer peut-être le diagnostic de maladie d'Alzheimer simplement par une prise de sang. Je vous expliquerai les réserves qu'il y a, les réserves considérables qu'il y a par rapport à ça, mais vous voyez, comme les choses ont avancé par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, en vous disant qu'on ne peut rien faire puisqu'on n'accède pas aux lésions. Si, on accède aux lésions maintenant par le PET, par le liquide céphalorachidien et probablement par le sang. Alors, bien sûr, avec ça, on améliore le diagnostic, c'est-à-dire que maintenant, on revient à l'entité clinico-biologique. On a le syndrome amnésique que je vous ai décrit, ou d'autres formes. Ça, c'est la présentation clinique. Et puis, on a les biomarqueurs. Donc, on revient à ce que disait Alzheimer. On a maintenant l'entité clinico-biologique, comme il y avait l'entité clinico-pathologique. Ces biomarqueurs, c'est un succès fantastique, parce que ça nous permet d'affirmer le diagnostic. Ça nous permet aussi de mesurer l'efficacité des médicaments. Et sachez, vous avez là, par exemple, les 3 derniers médicaments qui sont actuellement en développement. Ça s'appelle l'aducanumab, vous en avez peut-être entendu parler, le lecanemab et le donanemab.
Je ne parle pas de l'efficacité sur les symptômes, je parle de l'efficacité sur les lésions. Regardez l'efficacité. Ces médicaments sont pris pendant 18 mois chez des patients. Grâce aux examens que je vous ai présentés juste avant, on mesure à l'entrée la concentration des lésions dans le cerveau. La référence est de 100. Très bien. Et vous voyez qu'après 1 an, pratiquement, enfin disons en tout cas après 1 an et demi, ces médicaments ont, c'est la clearance, ont nettoyé 80% des lésions du cerveau. Donc ça veut dire que actuellement, nous avons des médicaments qui nettoient 80% des lésions amyloïdes du cerveau de nos patients. Alors je vous ai dit, je vous parle de l'effet sur les lésions, je ne vous parle pas de l'effet sur les symptômes. Pourquoi ? Parce que justement, associé à cet effet fantastique sur les lésions, on n'avait pas d'effet clair sur les symptômes. Une des raisons pour lesquelles il y avait ce relatif échec, c'était qu'ils étaient étudiés principalement chez des patients avancés, déjà très avancés dans leur maladie. Et c'est là que la description que je vous ai faite tout à l'heure de la phase prodromale devient intéressante, c'est qu'on s'est dit, mais on va peut-être pouvoir à ce moment-là étudier ces médicaments chez des patients plus précoces, avant que les lésions entraînent de tels dégâts qu'on ne puisse plus espérer une amélioration quelconque. Et ça vient de sortir, vous savez, il y a moins d'1 an, le lecanemab, ça y est, ralentit la progression de la maladie. Alors attendez, ne crions pas victoire, ça n'arrête pas la maladie, ça n'améliore pas les symptômes, simplement ça ralentit le processus. Donc c'est un nouveau concept, ralentissement, vous voyez, c'est comme pour le cancer, on ralentit, on retarde, mais ça ne veut pas dire qu'on guérit. Hein. C'est-à-dire que quand ces malades prendront ces médicaments, ils vont continuer à s'aggraver. Mais il faudra expliquer, ils s'aggravent certainement moins vite qu'ils ne s'aggraveraient s'ils ne prenaient pas le médicament. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette différence. Et si vous continuez comme ça, là, il y a une différence. C'est une différence en temps. Et il est clair que plus ça va aller, plus la différence va augmenter. Donc, on pense que ces médicaments vont avoir quand même une amplitude d'effet beaucoup plus intéressante qu'on ne le pense actuellement. Affaire à suivre. Donc, ça y est, en tout cas, on a des médicaments qui maintenant nettoient les lésions et qui commencent à améliorer les symptômes. On est sur le on the track. Sixième information, il y en a 7. Oui, ça, on est presque à la fin. Les lésions précèdent les symptômes. Alors ça, c'est un résultat qui est absolument incroyable. Et c'est un nouveau concept. C'est-à-dire qu'en suivant des patients qui ont une forme génétique de la maladie d'Alzheimer, des collègues américains, notamment un type qui s'appelle Andy Batman, a montré que, alors que ces pauvres patients vont développer la maladie de façon formelle, puisqu'ils ont une mutation, et quand on leur fait des prélèvements, on voit que 15 ans avant que les symptômes n'apparaissent, ils ont déjà des dépôts de lésions amyloïdes, une augmentation de la concentration de la protéine tau dans le liquide céphalorachidien, etc. Donc, ça veut dire que 15 ans avant les symptômes, on a déjà les lésions. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que nous pourrions aller ensemble nous faire rechercher ces lésions, ce n'est pas sans arrière-pensée. C'est-à-dire que ça veut dire que des gens normaux, bon, je pense que je n'ai pas des signes évidents de maladie d'Alzheimer aujourd'hui, donc des gens normaux comme moi, on pourrait éventuellement se faire une enquête et faire une prise de sang, comme vous l'avez vu là, une injection d'une substance, voir si je fais partie de cette catégorie de gens normaux qui ont les lésions. Alors vous allez voir où je vais en venir. Donc on est en train de décrire sur un 3e stade. Je vous ai parlé au départ, avec Alzheimer, du stade de démence. Je vous ai introduit un 2e stade, qui est le stade prodromal, c'est-à-dire un stade où on est malade, mais on n'a pas encore la démence. On a un syndrome amnésique inaugural. Et là, je vous introduis un 3e stade, qui est le stade préclinique, c'est-à-dire un stade où on est avant les symptômes. On a donc
une présentation différente puisqu'on n'a pas de symptômes. Mais on est relié à la maladie par la présence des biomarqueurs. Dans les 3 cas, il y a la présence des biomarqueurs. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de se focaliser sur ce stade préclinique. Parce que, évidemment, il faut essayer de savoir, finalement, si on peut agir sur ce stade, si on peut éventuellement retarder l'entrée dans la maladie. Ce qui suppose 2 choses. D'abord, de démontrer qu'on peut avoir des actions préventives, et deuxièmement, de démontrer que la présence des biomarqueurs induit formellement la survenue de la maladie. En d'autres termes, les biomarqueurs qui sont un signal, une signature de la présence des lésions, est-ce que le fait d'être biomarqueur positif détermine formellement qu'on va développer la maladie? Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas considérer que ces gens sont malades si jamais ils ne développent la maladie. Donc, vous voyez, voilà où on en est. C'est ces 2 questions qui sont fondamentales. Alors, il y a effectivement des facteurs, dont on est en train de montrer qu'ils peuvent avoir un certain rôle protecteur sur le vieillissement cognitif. Donc, ça veut dire que si on identifie ces gens-là, qui sont biomarqueurs positifs, eh bien, ils pourraient peut-être bénéficier de ça, c'est-à-dire prise en charge des facteurs de risque vasculaire, activité physique et marche, nutrition équilibrée, bon état sensoriel, activité stimulante, interaction sociale. Prenez des notes, parce que ça, si vous voulez, c'est bon. C'est bon pour tout. C'est bon pour tout, c'est aussi bon pour le cerveau. C'est évident qu'il faut éviter d'avoir des facteurs de risque vasculaire, parce que ça peut avoir des conséquences sur le fonctionnement cérébral. On est en train de montrer que l'activité physique, c'est bon pour tout, et aussi pour la mémoire, semble-t-il, et pour le cerveau. Nutrition équilibrée, c'est le fameux régime méditerranéen, qui serait également assez positif. Faire attention, ne pas négliger l'ouïe. C'est très important, l'ouïe, parce que je vous rappelle qu'il faut bien enregistrer l'information pour la mettre en mémoire. Si vous avez des problèmes d'ouïe, vous n'enregistrez pas bien l'information, et dans mon petit schéma, ça ne rentrera pas dans le cerveau. Activité stimulante, interaction sociale. Le fait d'être là ce soir, c'est très bon signe. C'est très bon signe. Il faut se bouger, il faut faire travailler son cerveau, il faut participer à des conférences, il faut rencontrer des gens. C'est très, très important parce que c'est beaucoup plus riche d'informations de rencontrer des gens que de faire du sudoku. Le sudoku, c'est rien, c'est juste une technique, ça fait activer que le même système. C'est que l'interaction sociale, c'est des visages qui évoquent des souvenirs, qui évoquent des... C'est fou ce que... Il faut comprendre que le cerveau, c'est comme une machine à traiter de l'information. Il faut lui apporter de l'information en permanence. Il faut lui apporter de l'information. Il faut la nourrir, comme une plante qu'on arrose. Il faut lui donner de l'information, et là, il est content, le cerveau. Parce que c'est ça son job, c'est de traiter de l'information. Il voit un visage, il entend parler de quelque chose, ça lui évoque des choses, ça active, ça reprend, ça travaille, ça manipule en permanence. Alors, deuxième question, est-ce que le fait d'avoir des lésions, c'est la fin, est-ce que le fait d'avoir des lésions détermine formellement qu'on va développer la maladie? C'est un sacré sujet, ça. C'est un sacré sujet, parce que si vous m'avez suivi, bientôt vous allez vous faire une prise de sang pour savoir si vous avez les lésions, si vous avez les biomarqueurs positifs. Et à ce moment-là, si on vous répond oui, marqueur maladie d'Alzheimer, il faut quand même savoir ce que ça veut dire. Pour essayer d'y répondre, j'ai fait un travail il y a quelques années à la Salpêtrière, et j'ai suivi pendant plusieurs années des gens normaux, qui étaient un peu âgés et qui ont accepté qu'on leur fasse toutes les misères du monde. Alors ça, on leur a fait des misères, on leur a fait le PET scan, on leur a fait la ponction lombaire, on leur a fait tout. Ils étaient normaux, ils ont accepté, ils étaient ravis. Ils étaient ravis de rendre service, ils étaient altruistes. Bon, très bien. Et on les a suivis. Et sur les 320 sujets, dans un seul centre, dans mon centre, sur les 320 sujets, il y en avait 88, c'est-à-dire 28%, il y en avait 88 qui étaient amyloïdes positifs au PET scan. Donc j'ai 88 sujets qui ont les lésions de la maladie d'Alzheimer. Ils sont normaux, ils ont 76 ans en moyenne. 7 ans après, ils ont 83 ans. Sur les 88, combien ont développé la maladie d'Alzheimer? 16.
Ça veut dire que 72 n'ont pas développé la maladie. Ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que, bien sûr, ces lésions sont nécessaires, mais elles ne sont peut-être pas suffisantes. Il y a d'autres facteurs qui interviennent et qu'il va falloir prendre en compte pour essayer de prédire dans l'avenir le risque chez des gens comme vous et moi. Pourquoi ? Eh bien, je n'ai pas la solution, mais ce qui m'a intéressé dans ce travail, c'est qu'on a étudié l'électroencéphalogramme, l'activité électrique du cerveau de ces sujets. Et je vous demande de regarder à droite, là, ces deux lignes. La première, en haut, ce sont des sujets qui n'ont pas les lésions. Ils sont amyloïdes négatifs, le PET scan est normal. D'accord ? On voit que lors des 3 années successives, on l'a fait pendant 3 ans, puis on a continué, mais là, c'est des travaux sur les 3 premières années, on voit qu'il n'y a pas de changement. Leur activité électrique ne change pas. Ici, vous avez le même enregistrement chez des sujets qui sont cette fois-ci amyloïdes positifs, qui ont des lésions, mais qui sont stables, qui n'ont pas évolué vers la maladie d'Alzheimer. Que voit-on ? Eh bien, on voit qu'il y a au cours du temps une modification de leur activité électrique, comme si finalement ils mettaient en place des mécanismes de compensation qui visent à maintenir la fonction alors même qu'il y a une altération de la structure. Donc il y a des mécanismes de compensation que le cerveau est capable de mettre en place pour maintenir son fonctionnement cognitif optimal, puisque ces gens-là, je vous rappelle, étaient stables. Et c'est ce que j'ai appelé les mécanismes de résilience cérébrale. Le cerveau est résilient, il est capable de lutter contre l'agression neuronale. Donc, moi, je milite maintenant pour des centres de prévention du vieillissement cognitif. Voilà, l'avenir est à la prévention, c'est un article dans l'Express qui vient de paraître, mais dans lequel j'explique le projet. Le projet, c'est de dire, la maladie d'Alzheimer, c'est un problème de santé publique. Vous voyez, 1 million aujourd'hui, 2 millions en 2040 de gens. Deuxièmement, on a des marqueurs diagnostiques. Je vous les ai montrés dans le liquide céphalorachidien, l'imagerie, et bientôt dans le sang. Troisièmement, on montre que des stratégies de prévention sont efficaces et, vous voyez, permettent quand même d'avoir par rapport à la moyenne un effet positif de toutes ces cohortes de prévention. Et quatrièmement, les traitements arrivent. Et mon idée concernant les traitements, si vous m'avez suivi, comme je vous ai dit que ces médicaments étaient terriblement efficaces sur les lésions, nettoient 80% des lésions, et bien, traitons bien sûr les gens qui ne sont pas encore malades, nettoyant les lésions, et comme ça, on va retarder l'entrée dans la maladie. Donc finalement, le traitement de la maladie d'Alzheimer, ce ne sera pas le traitement des gens malades, ce sera le traitement des gens à risque. Encore faut-il déterminer le risque. Et tout l'enjeu est là. Donc pour moi, dans l'avenir, ça va être de faire des projets de recherche, de suivre, si vous voulez, des sujets, vous voyez, comme ce monsieur, qui est soit un patient au stade précoce, soit un patient à risque, parce qu'il est amyloïde positif, parce qu'il a des lésions, mais qu'il est normal, soit un sujet contrôle, et de suivre ces cohortes. Et de voir comment ça évolue. On va avoir des bases de données, et on va pouvoir, à partir de là, élaborer des algorithmes de prédiction. Et on va pouvoir dire si le sujet a plus de 65 ans, s'il a eu dans sa famille un grand-père qui a été malade, s'il est positif, s'il a déjà je ne sais quoi, hop, il a 80% de risque de développer la maladie dans les 6 mois. Ah, là, ça devient important. Ou il a 20% ou il a aucun risque parce qu'il n'a pas les facteurs de risque. Et ça va être la recherche. Et une fois qu'on aura ces algorithmes de prédiction, on pourra à ce moment-là utiliser ces algorithmes de prédiction dans des structures, et peut-être qu'il va falloir que vous réfléchissiez dans l'avenir assez rapidement à mettre en place ce genre de structure, des centres de prévention du déclin cognitif, où on accueillera des gens normaux comme vous et moi, qui vont vouloir qu'on évalue leurs risques personnalisés, en disant, voilà,
moi je suis, voilà ce que je suis. Quel est mon risque de développer la maladie? Et à partir des algorithmes de prédiction qu'on aura élaborés à partir des cohortes qu'on va prendre en charge, on pourra faire ce qu'on appelle des interventions ciblées, soit en agissant sur des facteurs de risque modifiables qui auront été éventuellement isolés, soit en utilisant ces médicaments dont je pense qu'on va maintenant développer chez des sujets âgés normaux, mais qui sont à haut risque de développer la maladie. Et je me bats beaucoup avec mes collègues, contre mes collègues américains, pour leur dire qu'il ne faut pas, parce qu'aujourd'hui, ils considèrent que tout sujet qui est biomarqueur positif, cognitivement normal, a la maladie d'Alzheimer. Je dis non, ils n'ont pas la maladie d'Alzheimer, ils sont à risque de développer la maladie. Ce qui a deux implications différentes. Premièrement, il ne faut pas dire aux gens qu'ils sont Alzheimer s'ils sont normaux. Et deuxièmement, il ne faut pas considérer ces gens comme ayant la maladie d'Alzheimer et les traiter avec des médicaments qui sont potentiellement dangereux pour une maladie qu'ils ne développeront peut-être jamais. Donc voilà cette overview sur la maladie d'Alzheimer en 45 minutes. On est parti du début, on est parti de la description par Alois Alzheimer, vous avez vu, une maladie rare dont le diagnostic n'était que pathologique, et puis après une période, je dirais, de glaciation tertiaire, sont arrivés ces biomarqueurs qui ont complètement révolutionné l'approche de cette maladie en permettant le diagnostic, en permettant un diagnostic précoce à la phase prodromale, en permettant un diagnostic précoce encore plus chez des sujets asymptomatiques à risque. Ils ont permis de montrer l'efficacité de ces médicaments qui nettoient les lésions du cerveau et qui permettent d'espérer qu'on pourra utiliser ces mêmes médicaments chez ces sujets à risque. Et cinquièmement, le gros intérêt, je pense, de tout ça, c'est de dire que c'est une maladie du siècle, c'est certain, mais que la solution passerait peut-être par la prévention grâce à un certain nombre d'interventions, comme celles que je vous ai montrées, mais qui, à mon avis, auront un effet marginal. Celles qui seront réellement efficaces, ça va être les préventions thérapeutiques, avec ces médicaments qui ont un pouvoir de clearance absolument monstrueux. Et je pense que c'est ça la solution. Encore faudra-t-il repérer les gens qui mériteront ou qui pourront bénéficier de ces médicaments, c'est-à-dire des sujets à haut risque de développer cette maladie, parce que je ne voudrais pas qu'on traite pendant 20 ans des gens avec des médicaments potentiellement dangereux pour une maladie qu'ils ne développeront peut-être jamais, puisque je vous rappelle qu'à 83 ans, sur mes 88 sujets, seuls 16 avaient développé la maladie, ce qui veut dire que 72 ne l'avaient pas. Je vous remercie de votre attention.